Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes le lundi 29, que dis-je 29, la preuve, ça répond sur le téléphone. Alors, donc, c'est mal parti. Voilà, on recommence 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Nous sommes en direct, effectivement, du ZCL. Le direct de Marie-Galante, c'est demain. Je suis avec Mendy, la preuve va me dire bonjour en direct. Bonjour Mendy. Bonjour Dani. Voilà, donc on est bien en direct, on est aussi sur RHT et on va vous donner le sommaire des invités. Alors, invité numéro 1, Marie-Luce Panchard, qui devait venir parler de l'Interreg. Pour l'instant, elle est encore à l'Université des Antilles. Sera-t-elle avec nous aux environs de 13h? Question. Invité numéro 2 prévu, Michel Giordari ne sera pas là. Les règles du CSA obligent donc à ne pas interroger des futurs candidats aux législatives pendant cette période. Donc nous ne recevrons pas Michel Giordari. Par contre, nous recevons Christiane Chalcol. C'est une enseignante, professeure agrégée de musique avec des élèves à Carnot. Elle mène une expérience très intéressante. Elle viendra nous expliquer de quoi il s'agit. Et puis en fin d'émission, nous aurons comme d'habitude le lundi Muriel Jean-Jacques pour sa chronique sur le coaching de la réussite. Voilà, j'ai tout dit, mais on va parler d'informations cette fois-ci. C'est avec Mendy. Merci Dani, et donc voyons ce qui fait l'actualité en ce lundi 29 mai. Et au lendemain des commémorations de l'abolition de l'esclavage, nous débuterons dans notre édition avec différentes séances de commémoration, notamment à Petit-Bourg, également à Basse-Terre. Et on terminera donc avec du football, avec la Coupe de football du Conseil régional qui permettait donc à l'USBM et le club sportif moulien donc de s'affronter. Et sans plus tarder, on démarre donc avec la première commémoration. C'est donc la ville de Petit-Bourg avec l'association Tout Monde qui a donc commémoré elle également les luttes pour l'abolition de l'esclavage entre conférences et défilés. Retour sur ces événements, on regarde les images tout de suite. Monter à d'un pays en moins terre d'Afrique. À d'un village en moins terre d'Afrique. C'est en moins des cas vivre libre. Là, ils ont débarqué un jour menaçant. Ils ont ratiboisé. Aujourd'hui, c'est le 27 mai, c'est le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Depuis 2008, nous tenons à marquer cela, marquer à travers ces différentes manifestations de la journée. Nous commençons d'abord par le symbole de Delgrès. Tout le monde sait dans l'histoire de la Guadeloupe comment le sacrifice de Delgrès et ensuite Gertrude, puisque au niveau de l'histoire de Petit-Bourg, dans la lutte de l'esclavage, Gertrude aussi a apporté sa contribution et elle a payé de sa vie. Donc c'est aussi l'occasion pour faire passer ce message de devoir de mémoire que nous, fils descendants d'esclaves, il nous appartient toujours de se rappeler de cette période. C'est un jour très important pour nous, pour notre mémoire, pour les générations à venir, puisque la commémoration de l'abolition de l'esclavage, depuis 2008, c'est un moment important pour nous. Nous avons toujours tenu à commémorer cette date. Et aujourd'hui encore, comme d'habitude, la population de Petit-Bourg a répondu présent. Nous avons voulu innover cette année en montrant les tenues d'esclaves, par exemple, et avec des artistes de Petit-Bourg qui ont dit des textes. Et ça a été un moment très, très émouvant pour nous. Bon, il faut savoir que nous, Gertrude, c'est une fille Petit-Bourg. Et moi, des Petit-Bourg aussi. Donc, et moi, on a tendance à depuis tout petit, estimer quand sont gens des nègres marrons. Donc c'est pour ça que nous voyons aussi que moi j'ai senti vraiment en collaboration avec la bande Gertrude de tous ces restes qui viennent là en ni pied. Et robe là qui a symbolisé l'Afrique aussi. Et c'est ça quoi. Et son texte à Guy Corneli en Sénègue et qui a vraiment tient moi à cœur et c'est texte phare en moi. En Sénègue, il a prix Nobel. En Sénègue, il a belle. En Sénègue, il a cherché. Oui, les amis. Oui, monsieur. Tabouillé, jouez par les enfants.
Après la ville de Petit-Bourg, passons à la ville de Bastia qui, elle aussi, commémorait donc l'abolition de l'esclavage. C'est donc samedi 27 mai. On regarde les images. Une commémoration avec beaucoup d'émotion parce que je crois qu'il est important de se souvenir du combat de Louis Delgrès. Et j'ai voulu, à travers mon discours, rappeler combien ces valeurs universelles, les valeurs des droits de l'homme sont extrêmement importantes dans notre société parce que la vie est un combat, la vie est une lutte et que l'on voit tous les jours, chaque fois que la barbarie sur la démocratie, l'homme est capable du pire alors que l'homme est empreint de générosité et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas baisser les bras, il faut rappeler aux générations futures ce qu'a été le combat de Louis Delgrès et de tous les descendants d'esclaves qui se sont battus pour cette liberté et je trouve qu'on a eu une très très belle manifestation et je suis fière en ma qualité de maire de Bastia que ça puisse se dérouler ici au chef-lieu, symbole effectivement de cette histoire de la Guadeloupe. Chaque pierre, je dirais, transpire l'âme de Delgrès parce qu'il faut penser à tous ces hommes qui ont préféré mourir pour la liberté et je crois que parfois on banalise certains actes de l'histoire et c'est bon de se rappeler cela. L'homme a besoin de se construire à partir de son histoire. Il ne s'agit pas d'interpréter l'histoire, il ne s'agit pas de juger, il s'agit au contraire de s'en inspirer pour mieux construire l'avenir et surtout de ne pas refaire les erreurs du passé. On a besoin de comprendre d'où on est venu, on a besoin de comprendre cette histoire dont tous les Guadeloupéens sont fiers, mais aussi la République a montré à plusieurs reprises qu'elle était capable de dire les mots qu'il fallait pour soulager, parce qu'on ne va jamais éteindre cette blessure, on ne va jamais cicatriser cette blessure. Mais je crois que la République a un devoir de mémoire, un devoir de se souvenir. Ça l'oblige et ça l'oblige par rapport au fait que la France, c'est un grand pays, c'est le pays des droits de l'homme. Et oui, donc en cette période de commémoration de l'abolition donc de l'esclavage et hommage aux victimes de cette atroce page de l'histoire, eh bien à Paris également des commémorations ont eu lieu. On écoutera également les réactions de Philippe Pichot qui est coordinateur de la route des abolitions. Un reportage signé Maurice Cessy, notre correspondant à Paris. Des abolitions, c'est un réseau de lieux de mémoire qui ont été pionniers de l'ouverture mémorielle en métropole, avec le Fort de Joux dès 1901 où est mort Toussaint Louverture. Il y a la Maison de la Négritude de Champagney qui a ouvert en 1971, le musée Schulcher de Fessenheim ouvert en 1981, les forêts mémoire Anne-Marie Javoux en Bourgogne depuis une cinquantaine d'années, mais enfin le musée Abbé Grégoire en Berménil en Lorraine en 1994. Donc c'était le premier réseau mémoriel créé dans le monde à partir de 1998 et structuré avec une volonté politique des 5 collectivités propriétaires de ces sites en 2004. Et depuis, on valorise la mémoire des abolitions de l'esclavage et de celle de l'esclavage à travers des actions de promotion, de communication, de relations publiques, des actions pédagogiques, des séminaires, des colloques et aussi des coopérations avec l'outre-mer, puisque certains de nos sites sont jumelés avec Schulcher en Martinique, avec Mana en Guyane, avec le musée Schulcher en Guadeloupe ou avec Haïti. Donc on a beaucoup d'actions mémorielles au niveau national, mais également à l'international. Et puis on est présent lors des grands événements, puisqu'on a porté beaucoup d'événements sur nos lieux de mémoire. On a accueilli environ 150 hautes personnalités, chefs d'État, ministres, ambassadeurs, environ 300 médias nationaux et internationaux depuis une dizaine d'années. Donc on fait figure vraiment de pionnier de la question mémorielle en tant qu'entrepreneur de mémoire en métropole et sur le terrain et dans le Grand Est de la France, puisque notre réseau est situé dans le Grand Est. Très important, ça permet de s'affilier, ça permet de s'affirmer, de savoir qui on est et ça vous donne une certaine force. Quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez savoir où vous allez aussi. Quels sont les atouts que vous avez pour continuer. C'est très important. Ça nous permet de savoir l'habitation unitaire, de savoir, généralement c'est marqué sous les actes agriculteurs, mais bon, on sait bien que c'est esclave. Et à savoir si c'est dans les champs ou dans les trucs, non, on ne peut pas savoir là-dessus. Par contre, ça, on peut le faire, pas sous cette base-là, sous notre base que nous sommes en train de travailler. Ça s'appelle les acteurs notariés et ça vous donne, par exemple, l'âge, ça vous donne aussi le prix de l'esclave et l'endroit où l'esclave travaille.
Et le secrétaire départemental du SNUIPP-FSU, M. Tony Pioche, et toute son équipe organisaient donc les deuxièmes rencontres à l'université de Guadeloupe intitulée « La souffrance des enseignants à travers les conditions de travail. Quelles sont les solutions ?» Université donc sur 2 jours qui a démarré ce matin à la médiathèque de Lamentin. Parmi les intervenants, M. Franck Garin qui est sociologue, Françoise Lantôme, docteur en sociologie, ou encore Christian Langou, enseignant-écrivain. Retour sur cette rencontre, un reportage signé Michel Héraclide. Je suis ici pour parler des évolutions du métier des enseignants et aussi pour faire part d'enquêtes que j'ai pu faire et qui montrent que ce que disent les enseignants de la Guadeloupe n'est pas très différent de ce que disent les enseignants de l'Hexagone ou voire d'autres pays européens, et qui montre qu'il y a un sentiment de, négatif à l'égard de leurs conditions de travail, et que ce sentiment il est lié à un certain nombre d'évolutions du métier qu'il est intéressant d'analyser, et surtout qu'il est intéressant de voir comment les enseignants peuvent mieux comprendre ce qui est source de difficultés et comment ils peuvent mieux agir face à ces difficultés. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour un colloque sur les conditions de travail et la souffrance des enseignants, parce que le SNUPP, c'est son habitude, toujours se tourne vers la profession pour pouvoir tirer des leviers afin d'améliorer nos conditions de travail et afin de faire réussir tous les élèves. Donc cette journée qui est départementale et fait partie d'une culture que le SNUPP entretient, où il y a toujours un lien entre les chercheurs et la profession afin de mettre en place des solutions et de faire porter au ministère nos revendications. Ces 2 journaux s'inscrivent dans une volonté que nous avons au sein du SNUPP-FSU de mettre en lumière les difficultés qu'ont rencontrent les enseignants, ce malaise enseignant qui est de plus en plus prégnant, de plus en plus visible. Il s'agit pour nous, avec l'aide de personnes extérieures, d'experts aussi locaux, de pouvoir nous enrichir, chercher des solutions, parce que le but du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de pouvoir sortir la tête un peu de l'eau et de pouvoir regarder les choses avec fierté, et se dire aussi qu'on est dans une société qui est celle qu'elle est, hein, avec son lot d'enfants en déshérence. C'est vrai que le système éducatif ne permet pas toujours la réussite de tous, loin de là, et le SNUPP FSU doit prendre sa large place à améliorer cette situation en Guadeloupe. Nous pensons donc que c'est un événement pour nous et que les collègues qui étaient demandeurs participeront, et on sortira de tous de là grandis et enrichis. Le ZCL revient dans quelques minutes. Le temps pour nous d'accueillir tout à l'heure Marie-Lise Panchard ainsi que Christine Charcol. Et on terminera avec le coaching de la réussite avec la chronique de Muriel Jean-Jacques. Restez à notre écoute sur RHT Guadeloupe et sur le ZCL.tv. À tout à l'heure. Voilà, il est 12h58 dans le ZCL. Je vous l'ai dit, nous attendions Christine et non pas Christiane. Christine Charcol, bonjour. Bonjour, Danick. Avec Christine Charcol, on va parler tout à l'heure de musique, de technique de la musique, le TMD, puisque c'est une préparation qui se fait au lycée Carnot avec des élèves musiciens et qui sont, paraît-il, très doués et qui préparent leur bac. Alors, Madame Charcol, il faut le dire, elle est professeure agrégée de musique depuis 3 ans. Elle mène ce combat, si on peut appeler ça combat, mais en fait, ils ont cette formation, le TMD, et visiblement, ça marche bien, Christine. Ça marche très bien, puisque jusqu'à présent, nous faisons 100% au bac. Oui, 100% au bac. 100% sur trois années. Sur 2 années, et cette année, on espère encore faire 100% au bac. Alors, il faut expliquer un peu aux élèves, mais elle a pris le risque, hein, parce que ce qu'on dit aujourd'hui, on va le diffuser après le bac. Ah oui, mais j'assume totalement. Non, je rigole. Alors, donc, comment ça se passe exactement pour recruter ces élèves musiciens? Alors, ils rentrent sous concours d'entrée. Ce concours d'entrée se fait en 2 temps. La première partie, c'est une partie pratique où les élèves vont nous présenter 2 œuvres à travers leur instrument principal, sachant qu'un instrument... 2 œuvres originales ou 2 œuvres interprétées? 2 œuvres... Alors, ça peut être une œuvre totalement créée par l'élève. Hein. Oui. On accepte ça aussi, mais ça peut être aussi des œuvres interprétées... Ouais.
par les élèves. D'accord. Alors ces élèves, une fois qu'ils ont passé ce bac, on peut appeler ça un bac musical. Comment on peut l'appeler? C'est un bac, comment il est constitué? Je veux dire, quelle est la partie musique, quelle est l'importance de la partie musique dans la formation? Alors l'importance de la partie musique, c'est 50-50. 50% musique, donc c'est coefficient 10 au bac, la partie musique. Et la partie générale, puisque les élèves ont des matières telles que le français, l'histoire géo, l'anglais, l'histoire géo. Voilà, les matières générales. Et c'est aussi coefficient 10. Donc c'est un 50-50, c'est en cela que ça s'appelle un bac technologique musique. Technologique musique, c'est 50% matière générale, 50% une spécialité. Et le recrutement, il est compliqué. Je veux dire, un élève qui, depuis chez ses parents, à 6 ou 7 ans, il commence à toucher du piano, prendre des cours à Sony ou ailleurs, il arrive, c'est en seconde qu'on les recrute. Alors, ils sont en 3e, ils passent le brevet et c'est pour l'entrée en seconde, oui. Entrée en seconde. Et le programme musical, il est quoi? Il est international, antillais, zouk, compas, grouka, classique, il est quoi? Alors oui, j'ai envie de dire qu'il est international parce que le jour du bac, il peut proposer des œuvres traditionnelles et le grouka en fait partie. Oui, et quand on dit ils peuvent interpréter des œuvres ou créer des œuvres à l'occasion du bac, de ce bac technique musical. Alors, pour le bac, ils vont juste être des interprètes. Oui. Il y a une spécialité où ils peuvent composer qui tourne autour des musiques informatiques. Nous n'avons pas encore cette spécialité, elle viendra certainement après. Mais ça n'empêche pas les élèves, en tout cas, de pouvoir composer, puisque au sein de mes classes, ils ont le droit aussi de pouvoir composer leurs propres œuvres et se produire sur scène. Ces élèves, une fois qu'ils ont leur bac, qu'est-ce qu'ils leur est offert comme orientation? Ils vont vers quoi après? Alors j'ai envie de vous dire, ils vont vers tout. On a eu un élève qui a eu 18 au bac, qui a été le premier de la promotion technologique et qui fait des études de droit. Oui. Il passe en 3e année. D'accord. Et il réussit brillamment ses études. Il a quitté la musique donc? Alors il n'a pas vraiment quitté la musique parce qu'il veut défendre les artistes. Et il est aussi pianiste. Ah d'accord, le droit musical. Le droit musical. Ouais. Vous avez des élèves, pas mal d'élèves sont partis au Canada pour faire des études de musicologie. La promotion que j'ai cette année, tous veulent faire des études de musique, un ingénieur du son ou en musicothérapeute aussi. Oui. Il y a des élèves aussi qui sont intéressés par le côté médical de la musique. Mais ça ouvre vraiment sur toutes les portes. On a eu un élève aussi qui est parti faire du commerce international, par exemple. Oui. Et ces élèves, ils ne reviendront plus? Ils reviendront? En Guadeloupe, ils reviendront travailler chez eux? J'espère. En tout cas, c'est le discours que moi je tiens au sein des classes. Mon espérance, c'est de leur faire comprendre que... C'est pour ça, en fait, j'ai envie de dire que je travaille avec eux les musiques traditionnelles. Je reste ancrée vers nos traditions musicales. Je leur fais connaître leur propre identité musicale pour qu'ils ne l'oublient pas. Et lorsqu'ils partent, ils sont aussi, en quelque sorte, des ambassadeurs de leur propre culture. Et peut-être... ils n'ont pas de chaîne, ils peuvent rester, mais je pense que ce sont des élèves qui ont quand même en tête l'espoir de revenir et d'améliorer le domaine musical que nous avons en Guadeloupe. Alors c'est bien cela que je vais vous entendre dire. Est-ce que ces élèves musiciens aujourd'hui, on peut penser qu'ils peuvent être la relève de demain? Parce que bon, alors on prend les 30 dernières années, même 40, le zouk, Kassav, zouk machine, enfin tout ce qu'il y a eu. Puis on a eu un sentiment, un moment que ça stagnait un petit peu. De l'autre côté, il y a eu le grouka qui s'est développé jusqu'à l'UNESCO et tout ce que ça a donné. Ces élèves-là, aujourd'hui, par rapport à ces deux extrêmes, j'ai pris d'un côté le zouk, musique très commerciale, de l'autre côté, une musique très traditionnelle, le grouka. Comment ils se situent dans cette mouvance? Est-ce qu'ils penchent vers l'un, vers l'autre? Moi, je pense que ce sont les espoirs de demain. Je ne suis pas la seule à le dire. On a eu par exemple M. Dave Martial qui est ingénieur en technologie, effectivement très connu, qui m'a remercié du travail que je faisais et qui m'a dit mais aujourd'hui je ne m'inquiète absolument pas de l'avenir de la Guadeloupe en termes de musique. On a des musiciens, des artistes tels que Éric Pédurand qui font venir qui ont pu faire venir par exemple une élève telle que Luane Pommier et faire un duo avec elle parce qu'ils sont séduits aussi par l'aura que les élèves portent, le talent aussi que les élèves portent, et ce sont des artistes aussi qui sont aussi talentueux et qui nous font confiance aussi à travers mon travail. D'accord. Et donc aujourd'hui nous sommes à la veille du bac. Alors je dis bac musical pour aller vite, mais enfin c'est technique de la musique et de la danse justement. Alors j'ai pas parlé de l'aspect danse.
Alors, l'aspect danse n'existe pas encore. Alors, c'est technique de la musique et de la danse, option instrument. Donc, pour l'instant, le lycée Carnot s'est occupé de l'option instrument. Va venir par la suite l'option danse, on l'attend. Quand toutes les conditions requises seront là en tout cas. Oui. Et cette formation de musiciens d'excellence, si on peut les appeler comme ça, musiciens d'excellence, ne se fait qu'à Carnot. Ça se fait qu'à Carnot et j'ai envie de vous dire, ça ne se fait... Alors déjà, ça ne se fait qu'en Guadeloupe. Ça ne fait qu'en Guadeloupe. Ça ne se fait absolument pas dans le bassin caribéen. D'accord. Nous avons la chance d'avoir une TMD en Guadeloupe et qu'à Carnot, parce que généralement une TMD, il n'y en a qu'une par département. D'accord. Donc ça veut dire que les étudiants de Martinique ou de Guyane ou d'ailleurs peuvent désormais intégrer cette formation? C'est ça, on a déjà eu un élève qui venait de Guyane et qui a intégré la formation à Carnot. Oui. Et cette année, on a des demandes d'inscription d'élèves qui venant de Martinique et d'autres venant aussi de métropole. D'accord. Alors l'autre question attenante, c'est est-ce que cette formation peut aller au-delà du bac? Parce que l'université, que je sache, vous êtes agrégé de la musique, mais vous n'êtes pas agrégé de musique en Guadeloupe. Vous avez fait vos études à l'extérieur, j'imagine. Alors moi, j'ai envie de vous dire, l'agrégation, je l'ai passée en Guadeloupe. L'agrégation, vous l'avez passée en Guadeloupe, en musique? Alors, en tout cas, ma préparation, elle s'est faite en Guadeloupe. Oui. Maintenant, je n'ai pas trop saisi votre question. Non, Julien, est-ce qu'après le bac, les élèves peuvent prolonger leurs études en Guadeloupe à l'université? Je veux dire, est-ce que l'université aujourd'hui offre ce type de formation? Malheureusement, non. Oui, malheureusement, non. Et j'aimerais bien... En fait, je pense qu'il faut mettre les choses étape par étape. Oui, bien sûr. On a la chance d'avoir une TMD, on n'en avait pas jusqu'à présent, vraiment avoir une section qui propose des études beaucoup plus fortes que les autres qui nous sont proposées, telles que l'option musique ou alors l'option facultative musique. D'accord. Aujourd'hui, je sais qu'à l'Université de Saint-Claude va s'ouvrir un pôle art, tourné autour de la musique. C'est en projet. Donc, mais vous voyez que les choses avancent. Voilà, c'est ça. On a des connexions, les choses avancent. On a Sonis qui aussi... qui fait de l'art lyrique. Vous savez, il y a 10 ans de Sonis, enfin vous le savez. Oui, effectivement. Oui. Et puis surtout aussi, ça débloque pas mal de choses en fait, cette section-là, puisque ça pousse aussi les professeurs à passer le DE, un diplôme d'État. Oui. Puisque pour enseigner un instrument aux élèves de TMD, il faut un professeur diplômé. Et donc, il s'est ouvert une VAE qui permet aux professeurs de pouvoir passer en 2 ans ou en 1 an le diplôme pour pouvoir devenir professeur certifié d'instrument. Combien de professeurs agrégés en musique en Guadeloupe? Alors, guadeloupéen, vous voulez dire? Guadeloupéen. Un seul. Un seul, c'est vous. C'est moi. J'ai bien compris. Alors, très rapidement maintenant, on va parler de l'examen qui vient, dans les jours qui viennent. C'est le 6 juin, je crois que c'est ça? Alors, c'est le 8 juin. Le 8 juin, exactement, oui. Exactement. Donc, les dépôts de dossiers se font le 2 juin. Oui. Pour qu'un élève puisse s'inscrire, il suffit d'aller sur le site du lycée Carnot de Pointe-à-Pitre. Il tire une fiche d'inscription, il nous la remplit, il nous la renvoie. Oui. Et ensuite, il passera son concours d'entrée le 8 juin. Il s'agit d'un jeudi. Vous attendez combien de candidats cette année? De candidats, je ne sais pas. En tout cas, j'attends de bons musiciens. De bons musiciens. J'attends de bons musiciens. En tout cas, j'attends des enfants passionnés de musique. Parce que le terme bon peut dire tout et ne peut dire rien du tout aussi. Il faut aller plus loin que bon. Hein. Voilà, il faut aller plus loin que bon. Mais en fait, j'attends des enfants qui sont passionnés de musique, qui veulent vivre, peut-être pas plus tard de musique, mais en tout cas qui veulent vivre une expérience fabuleuse en 3 ans. Oui. Parce qu'il faut savoir quand même que les élèves ont la chance d'être entourés d'artistes. Je fais venir des artistes tout au long de l'année qui créent des masterclass. Je crois que l'ESDEL enseigne, participe à la formation. Oui, l'ESDEL aussi participe en tant que professeur de piano. Oui. Il nous a fait aussi quelques masterclass. On a eu aussi le droit à Mimi Nelzi, les frères Broussillon, on a eu Dissonance, le groupe Vim, Pierre-Édouard Décimus, Eric Pédurand, Tricia Evie. Et hier soir, vous étiez à l'ouverture de Cassave. Et oui, et nous avons fait la première partie de Cassave avec les élèves du lycée Carnot. Et c'était beau. C'était magnifique. Les élèves avaient des étoiles dans les yeux. C'était juste beau parce qu'ils ont pu s'exprimer face à, je ne sais pas, 5000 personnes, mais il y avait énormément de monde.
Oui. Donc c'est quelque chose de totalement exceptionnel et c'est mon objectif aussi de leur faire vivre des choses totalement exceptionnelles, tant en allant en studio dans l'enregistrement. Oui. Je crois que c'est pas quelque chose que l'on fait quand on est en lycée de manière systématique. Oui. Et moi, mon envie, c'est de leur donner tout ce que je n'ai pas pu avoir à leur âge. Oui. Donc j'ai les yeux qui brillent autant qu'eux, en fait, j'ai envie de dire. Oh, ça se voit d'ailleurs. En tout cas, Christine Chalcol, on vous remercie d'être venue. Et puis, juste une petite question. En général, les écoles de danse de la Guadeloupe, de manière générale, à la fin de l'année, font toujours un show avec les enfants qui présentent leur spectacle. Est-ce qu'il y aura un spectacle de vos étudiants? Alors malheureusement, en dehors de Kassav, de ce qui s'est fait hier soir. Oui, on aurait aimé cette année. Ça a été un petit peu bousculé. Alors notre concert final a été finalement Kassav. Oui. Mais généralement, nous faisons un concert de fin d'année chaque année. Et je promets pour les personnes qui veulent nous découvrir et voir un petit peu ce que nous faisons, de venir l'année prochaine. Oui. Il y aura un concert de fin d'année. Mais tout au long de l'année scolaire, nous faisons des concerts tant à l'intérieur du lycée qu'à l'extérieur. L'occasion de vous inviter. Merci en tout cas. Merci. Il est 13h10. Madame Pancher est arrivée. On termine le journal avec Mendy. On revient tout de suite avec Marie-Luce Pancher, avec elle on va parler d'Interreg. Donc c'était la 3e session qui a commencé ce matin. Oui, on termine avec du football, puisque c'était donc la Coupe de football du Conseil régional qui a eu lieu samedi entre donc l'USBM et le club sportif moulien. Nous y étions pour vous. On regarde ces images tout de suite. Je crois qu'on a souffert toute l'année. Dès le début du championnat, quand il y avait des joueurs qui étaient qualifiés pour jouer avec nous, qui ne pouvaient pas venir, comme Vladimir. Ensuite, Anatole qui est parti pour la bonne cause. Ensuite, sanction de SIA, et j'en passe. Les points perdus, les joueurs démobilisés. Il faut les remettre en selle, il faut retrouver les mots, repartir. Des jeunes qu'il fallait intégrer, il y en a 5 qui jouent régulièrement. Et je crois qu'on est pratiquement en tête du championnat, au moins à la 3e place. On va essayer de garder cette place-là. Et surtout finir en beauté, quoi. Finir avec une coupe pour laquelle tout le monde était engagé et nous on finit devant. Donc je suis fier, comme l'année dernière on avait gagné la LAF. C'est un club qui me fait plaisir au niveau des joueurs, des dirigeants, des supporters. Et je pense que même si on a envie de s'arrêter, ça donne envie de continuer. J'aurais préféré avoir tous mes joueurs, ne pas perdre les 7 points. Parce que quand vous vous battez pendant 3 mois entre la 7e et la 9e place, c'est pas pareil que quand vous jouez la 2e et la 3e place toute l'année. Je suis sûr que si on ne perd pas les 7 points, on est bien plus haut que ça. Le jour où on apprend ça, le soir on joue contre Phare, on perd contre Phare et ça fait 2 mois qu'ils n'avaient pas gagné. Donc depuis là, ça a commencé. Donc il fallait trouver les mots pour remettre tout le monde en selle, repartir et puis faire abstraction à tout cela. Je suis content d'avoir équilibré ça. On avait gagné déjà 5 titres, on en avait 4 coupes, maintenant on a 5 coupes de Guadeloupe sur la génération 2000. C'est ma première remise, je crois que l'an dernier c'est M. Théophile qui l'a fait parce que j'étais indisponible. C'est une belle finale. J'aurais aimé voir un peu plus de football. Hein. Vous savez que c'est la fin de saison, les joueurs sont un peu fatigués. L'équipe la plus réaliste a gagné. Les 2 équipes ont eu 3 occasions, je crois, et la plus réaliste a gagné. Mais je suis surtout content du travail réalisé cette année, surtout que c'est la première fois dans une finale que la région habille les 2 finalistes au niveau des femmes et au niveau des hommes. Et les clubs sont contents, les présidents sont contents parce qu'ils n'ont pas eu de dépenses pour cela. Donc on essaie d'aller au maximum, augmenter ce niveau en matière de football, que ce soit pour les coupes, mais aussi pour le championnat. Notre rôle aujourd'hui, c'est de les accompagner les ligues, sur le football, mais sur les autres disciplines aussi, les accompagner pour faire monter encore le niveau de nos compétitions et permettre à la population de se déplacer, de venir encourager les clubs. On avait quand même déjà pris la Coupe de France de Guadeloupe. Cette année, on a eu plusieurs circonstances entre la suspension de Féfé, le départ de Bébert, les suspensions, etc., les blessés. Donc c'est sûr qu'on va dire on a bonifié la saison, mais je ne pense pas que c'était une saison loupée même si on perdait ce soir. On va essayer de repartir sous de nouvelles bases, avoir un effectif un peu plus costaud aussi parce que c'est vrai qu'on était limite, et repartir et essayer de faire plusieurs finales. Il ne faut pas oublier de féliciter une très très bonne équipe de l'USBM. Ils nous ont vraiment compliqué la tâche, mais je pense que quand même sur la physionomie du match, on mérite la victoire. Ils ont eu un peu plus le ballon, mais ça nous arrange un petit peu quand même. Le résultat qu'on a fait en championnat, là franchement on était obligé de gagner la coupe. L'année dernière on a perdu 1-0, là ils avaient l'envie, la rage de gagner cette coupe.
Voilà, il est 13h13. Je vous l'ai dit, nous recevons Marie-Lise Panciao, qui est vice-présidente du Conseil régional de la Guadeloupe, mais qui est aussi chargée du dossier coopération et particulièrement d'Interreg, dont le 3e comité de suivi et le second comité de sélection du programme va commencer le 30, c'est-à-dire à partir de demain. Bonjour Marie-Lise Panciao. Bonjour. Merci d'être venue. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Interreg, c'est ce fonds qui permet de financer des projets entre la Guadeloupe et une autre île de la Caraïbe. C'est bien ça, pour résumer très vite. Oui, c'est un outil de coopération qui permet effectivement de financer des projets qui ont un intérêt pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour les îles de Saint-Martin, mais aussi un projet qui s'inscrit dans un environnement régional puisque nous devons avoir un partenaire des îles de la Caraïbe. Oui. À ce titre, ça permet effectivement de mutualiser, ça permet effectivement de faire des échanges de compétences et d'avancer sur des sujets communs que nous avons avec la Caraïbe, notamment toutes les questions qui concernent la santé, par exemple sur certaines maladies comme le chikungunya, comme effectivement la dengue, des problèmes qui concernent notre environnement climatique avec le réchauffement et la montée des eaux, qui est un enjeu pour certaines îles de la Caraïbe, le problème des sargasses. Enfin, on a un nombre de sujets conjoints avec les îles de la Caraïbe et cet outil nous permet effectivement de monter ces projets de partenariat. Alors, Marie-Lise Panciao, est-ce que vous avez le sentiment que Interreg facilite cette coopération, ce lionnage avec les autres pays de la Caraïbe au vu des dossiers qui existent? Il doit y contribuer fortement. Ça n'empêche pas que la région Guadeloupe doit avoir aussi sa propre politique de coopération. Oui. Et c'est ce que nous avons initié avec le président Chalus, puisque nous sommes dans une démarche de poursuivre ce qui avait été arrêté malheureusement par la majorité précédente, puisque vous savez que nous avons demandé officiellement notre adhésion à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, parce que ça regroupe un certain nombre d'îles de la Caraïbe, notamment Saint-Kitts, Nevis, la Dominique et d'autres îles qui sont concernées comme nous sur des projets très intéressants comme celui des énergies renouvelables. Mais pour autant, le fait qu'effectivement nous puissions, au sein de cette instance qui a pour but de répartir des fonds européens qui ont été délégués, puisque nous sommes autorité de gestion à la région Guadeloupe, ces fonds nous permettent d'entretenir des relations de proximité avec ces États de la Caraïbe qui du coup se sont rapprochés des îles de la Martinique et de la Guadeloupe pour faire avancer beaucoup de projets, notamment dans le domaine de la santé, puisqu'il y a un projet qui est porté par l'ARS, dans le domaine du transport, puisque nous avons des projets pour faciliter cette continuité territoriale entre nos îles. Donc il y a un certain nombre de sujets particulièrement intéressants autour de l'agrotransformation. Il y a des projets concernant la qualité du cacao qui, on sait, pendant des années, des décennies, nos terres étaient une terre recherchée pour la plantation de cacao. Il y a des échanges à faire pour redynamiser tout un secteur d'activité. Et comme vous savez que l'agriculture est un pan important de l'économie guadeloupéenne, ça peut faciliter les liens avec les pays de la Caraïbe. Alors, je retiens ce que vous avez dit sur l'adhésion de la Guadeloupe à cette organisation des États de la Caraïbe orientale. Ça avance? Ça avance puisque le président et moi-même nous étions en déplacement à Sainte-Lucie au mois de février et que le Premier ministre a confirmé sur le principe en disant qu'il était d'accord que nous puissions engager le processus. Nous en sommes à la désignation du chef de projet puisque vous savez que c'est quelque chose d'assez réglementé. Ce chef de projet va normalement prendre ses fonctions très prochainement avec une échéance. Nous espérons obtenir cette adhésion avant la fin de l'année, puisque vous savez que Saint-Martin, les îles de Saint-Martin avaient demandé et qu'il faut atteindre la fin du processus de Saint-Martin pour enclencher celui de la Guadeloupe. Mais je pense que là, on est plus sur des délais administratifs que des problèmes politiques qui ne se posent pas, le principe étant plutôt favorable. Alors, le chef d'entreprise qui vous regarde aujourd'hui ou qui vous regardera ce soir à la rediffusion de cette émission se dit oui, adhérer à l'OSCE, ça me rapporte quoi en tant que chef d'entreprise? Ça permet effectivement d'apporter des réponses à ces îles de Caraïbes parce que nous avons un potentiel, nous avons des ressources en termes d'ingénierie, notamment autour des énergies renouvelables. Il y a un vrai savoir-faire en Guadeloupe.
si on va vers ce pôle d'excellence sur la géothermie, plutôt que d'essayer de faire la même chose dans une autre île de la Caraïbe, ce d'autant qu'avec cette délégation du fait du Fonds européen de développement des pays de la Caraïbe et la possibilité pour nous de faire intervenir le Fonds européen de développement régional qui est réservé aux régions ultrapériphériques, nous avons la possibilité sur le plan financier d'arriver avec une participation de l'Europe suffisamment importante, ce qui permet aux porteurs de projets de mettre le complément qui fera que ces opérations seront une réalité. Je pense que de plus en plus, on voit venir un certain nombre de porteurs de projets parce qu'ils se rendent compte que cette dimension européenne et surtout l'Europe souhaite être dans une approche plus concrète. Avant, l'Europe avait une vision qui était une vision, je dirais, de se dire qu'elle était présente et qu'on pouvait compter sur son soutien. Maintenant, l'Europe souhaite très concrètement mesurer sur le terrain les réalisations qui sont le fruit des financements qu'elle a mis en place à un moment donné. Donc, ce souci d'efficacité, on le ressent, même si je ne dis pas que c'est simple de mobiliser les fonds européens, parce qu'en tant qu'autorité de gestion, je peux vous dire que c'est compliqué, mais il y a une volonté de simplifier de manière à permettre que nous ayons plus d'accessibilité pour les porteurs de projets. Puis la région Guadeloupe est en train de se donner les moyens d'accompagner ces porteurs de projets sous la forme d'un guichet unique pour qu'effectivement ils puissent être soutenus et qu'on puisse aller plus facilement vers les fonds européens. Alors l'autre côté de votre casquette, c'est le côté européen. On a parlé de la coopération Caraïbe. Il y a quelques semaines, on a lancé la semaine de l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a pris vraiment ? Moi, je pense que dans la tête des Guadeloupéens, ils mesurent bien que l'Europe contribue au développement. Parce que les infrastructures qui ont été réalisées et qui ont permis de changer la face de la Guadeloupe sont quand même des infrastructures financées par l'Europe. Tout le monde sait que le pont de l'Alliance, que l'aéroport a été financé par l'Europe. Maintenant, c'est la question de l'appartenance. Est-ce que les Guadeloupéens se sentent citoyens européens ? Je pense qu'il y a encore un long chemin à faire. Mais ils doivent se sentir citoyens européens, c'est nécessaire ? Moi, je pense que lorsqu'on habite un ensemble, on peut être citoyen guadeloupéen, citoyen caribéen, mais on ne peut pas se désolidariser de cette notion de la citoyenneté nationale et de la citoyenneté européenne, surtout lorsqu'on parle de la mondialisation. On ne peut pas dire qu'il y a une économie qui de plus en plus est ouverte sur le monde et se refermer sur soi-même, sur son territoire, d'être... Comme disait Aimé Césaire, que nous sommes tous des citoyens du monde. Moi, je pense que cette notion-là, elle va venir très vite parce que notre génération, enfin les générations futures, on voit nos jeunes, ils cherchent à avoir une expérience au Japon, ils cherchent à avoir une expérience aux États-Unis et ils reviennent dans nos territoires en Guadeloupe avec une expérience très riche et c'est ça qui va permettre le développement. C'est pas la politique du repli sur soi, c'est pas la politique de l'enfermement, c'est pas la politique de considérer qu'effectivement notre terre de Guadeloupe on y est attaché viscéralement qui nous permettra demain d'asseoir un développement. Il faut cette ouverture sur le monde, les nouvelles technologies sont là et on peut pas se laisser enfermer par une idéologie qui pour moi est dépassée. Marius, on s'est d'accord, mais à condition qu'on ne perde pas nos cerveaux. Parce que, vous savez, quand les jeunes partent au Japon, au Canada, la région fait beaucoup pour les aider à partir au Canada. Est-ce que vous avez le pourcentage du retour ? C'est tout le débat qu'on a eu ce matin à l'université, puisqu'il y avait effectivement une réunion très importante sur le contrat de site de l'Université des Antilles. Je crois qu'il ne faut pas vouloir opposer la formation, l'ouverture sur le monde avec la volonté de conserver nos cerveaux. Les deux doivent être menés de manière conjointe. On a besoin de ressources, il nous faut ces ressources. Mais c'est vrai que parfois, lorsqu'on met en place un cursus universitaire, il n'y aura pas de place pour tous les étudiants qui seront formés. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre, il ne faut pas considérer que c'est une punition que de partir, bien au contraire, parce que l'amour du pays, l'amour de la Guadeloupe fait qu'à un moment donné, on revient. Et on revient beaucoup plus fort parce qu'on a cette ouverture. Vous êtes l'image de ce retour ? Oui, parce que je ne l'ai jamais perdu.
Oui. C'est pas parce que j'ai été absente pendant longtemps, je revenais régulièrement, mais je crois qu'à un moment donné, dans tout homme, il y a cette volonté de revenir sur sa terre natale. Donc je crois beaucoup à ces Guadeloupéens qui sont partis. Je suis convaincue, si on sait mettre en place des liens de confiance, on sait montrer notre volonté de vouloir ce développement dans un environnement régional, ce sont les Guadeloupéens eux-mêmes qui diront « je dois revenir, j'ai une obligation pour participer, participer à cet édifice parce que je suis Guadeloupéen avant tout ». Oui, donc on verra. Alors, sur ces projets d'intérêt, vous l'avez dit vous-même, les dossiers sont très compliqués, très complexes à monter et décourageants. Est-ce qu'il y a une façon... Je pose la question chaque fois qu'on parle d'intérêt. Est-ce qu'on peut penser, un Guadeloupéen aujourd'hui, ou en Martiniquais, puisqu'on est vu en Martinique, en Guyane, qui nous regarde aujourd'hui, qui voudrait, pour la prochaine session, être sur un dossier d'intérêt, comment il doit s'y prendre? Vous savez, on a fonctionné avec le système d'appel à manifestation d'intérêt. Mais on a donné cette souplesse de pouvoir instruire des dossiers au fur et à mesure qu'ils étaient présentés, pour ne pas fermer la porte à des projets particulièrement intéressants. Moi, ce que je veux dire, pour faire simple, il ne faut pas se lancer dans l'instruction et dans le dépôt de ce type de dossier sans se faire accompagner d'abord par son comptable, par son expert comptable. De toute façon, si on est une société, on a un expert comptable. Il y a aussi des organismes qui sont là. On a mis en place, notamment, je pense, avec la BPI, avec notamment une partie des fonds européens, la possibilité de venir de garantir des prêts parce que, vous savez, l'aide n'intervient pas sur la totalité du coût de ce projet. Et puis il y a une cellule partenariale à la région qui centralise l'ensemble des dossiers, qui est en capacité d'orienter en fonction des axes retenus dans ce programme Interreg vers les personnes ressources en capacité d'accompagner aussi bien par nos organismes de recherche ou d'autres organismes institutionnels, que ce soit de l'État ou des collectivités ou des chambres consulaires. Mais il faut venir, il ne faut pas vouloir essayer de le faire tout seul. Il faut vraiment aller chercher cette ressource, elle est là. Je crois qu'on méconnaît souvent la capacité des Guadeloupéens de pouvoir s'aider eux-mêmes et avec l'aide d'autres Guadeloupéens qui ont des vraies ressources. Et c'est notre rôle à la région de mettre tout ça en synergie. Je pense que les choses sont en bonne voie parce que je prends pour exemple au niveau du comité de suivi qui s'est tenu à Sainte-Lucie, nous avions 130 dossiers. Il a fallu qu'effectivement nous puissions, à partir de la stratégie qui était la nôtre, qui devait être partagée avec les autres îles de la Caraïbe, nous en avons sélectionné 30, une trentaine, et aujourd'hui certains ont vu l'intérêt de monter un projet en commun parce qu'il y avait matière à mutualiser, et nous allons examiner à peu près 27 projets, ce qui veut dire que l'on ne les a pas écartés, mais simplement on a essayé de fédérer pour que ce soit beaucoup plus efficace et qu'on soit dans une réussite la plus complète possible. Voilà ce qui va être fait demain et après-demain, et j'espère que ce sera un succès, surtout qu'il y a une première, je tiens à le dire, pour la première fois, nous allons pouvoir, ce qui avait été demandé dans tous les mémorandums, les Guadeloupéens ont entendu les élus qui partaient à Bruxelles pour dire qu'il faut qu'il y ait une articulation entre l'aide que l'Europe apporte aux pays de la Caraïbe et l'aide que l'Europe apporte à la Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, à la Guyane, à la Réunion en tant que région ultra-périphérique. Parfois il y avait divergence, où il y avait incohérence. Nous avons demandé qu'il y ait une articulation entre ces fonds européens destinés aux pays de la Caraïbe et les fonds destinés aux régions ultra-périphériques, et une enveloppe de 2,9 millions a été allouée à ce titre pour faire cette cohérence FED-FEDER. Nous souhaitons que ce soit une réussite, et je pense que si c'est une réussite, nous avons une carte à jouer pour les années à venir parce que la Commission nous fera encore plus confiance. Alors, est-ce qu'en termes de communication, vous serez la première présidente de cette commission à lancer, peut-être comme vous l'avez fait pour la semaine de l'Europe, une semaine de la Caraïbe? Parce que ça manque, en fait. Il y a un volet très important qu'on va débattre demain avant l'examen des dossiers qui concerne la stratégie de communication autour d'Interreg. Parce que ceci, il n'y a pas assez de communication. Il n'y a pas assez, donc il y a des moyens qui sont mis en place et nous devons définir ensemble cette stratégie. Ça passe notamment par le fait qu'il faut que tous nos documents soient en anglais, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc il y a une obligation, ça nous a été demandé par les pays de la Caraïbe. En anglais et en français. En anglais et en français. Voire même en espagnol.
tout ceci sera arrêté demain et je vous invite à venir à la Creole Beach pour qu'on puisse effectivement rendre compte. Je ne veux pas dévoiler le programme tel qu'il est prévu. Il faut laisser la discussion et à partir de là, nous pourrons dire ce qui va être décidé en matière de stratégie de communication pour mieux faire connaître cet outil et puis cette politique de coopération au niveau de la Caraïbe. Alors le rendez-vous c'est demain à l'hôtel Salakou pendant 2 jours, 30 et 31. 30 et 31. Alors, vous l'avez échappé belle quand même, on peut le dire, vous n'êtes pas aux élections législatives. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait autant de candidats? Ça prouve quoi, à votre avis? Vous savez, beaucoup critiquent le fait qu'il y ait beaucoup de candidats. Moi, je dis que ça peut être... Vous savez que TF1 est venu ici filmer la Guadeloupe comme étant le territoire où il y avait le plus de candidats. Vous savez, dans d'autres régions de France, il y a beaucoup de candidatures aussi. Moi, je pense que cette élection présidentielle a montré aussi un changement dans les pratiques politiques. Et il y a peut-être une volonté de renouvellement et chacun considère qu'aujourd'hui, il est capable de participer à la vie politique de la Guadeloupe et de la nation française. Parce que l'opinion qui regarde... déjà... Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas empêcher la démocratie de fonctionner. C'est un bel exercice démocratique. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté... ne tue pas la démocratie. Non. On a beaucoup critiqué les élus en disant qu'il n'était pas possible de renouveler, c'était toujours les mêmes qui se présentaient aux élections. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de candidats, qu'on puisse reprocher... Pas beaucoup, trop. Pas beaucoup, trop. Bah alors, je ne sais pas où vous mettez le trop plein. Moi, je dis que c'est plutôt... une volonté de montrer qu'effectivement la démocratie fonctionne bien. Maintenant, il faut faire attention. C'est pas tout devenir comme si c'était un lieu de casting. On vient se faire connaître. On vient avec des outils de communication que je vois qui circulent sur les réseaux sociaux. Des gens qui présentent peut-être bien, qui s'expriment parfaitement. Mais quand je entends le contenu du programme, je me rends compte que parfois, il n'y a pas vraiment quelque chose qui permettra aux Guadeloupéens de se sentir concernés. Je vois aussi parfois des confusions entre le rôle d'un député, le rôle d'un maire. C'est pas une élection municipale. Et c'est ça, il ne faut pas tromper le Guadeloupéen. Un député, il est député de la Guadeloupe, mais avant tout, il est député de la nation. Et il va défendre non pas une circonscription en soi. Je dirais défendre sa circonscription, c'est à la marge. Je le dis très clairement, je le dis franchement, Guadeloupéen, un député, il ne va pas à l'Assemblée pour défendre le problème de la canalisation qui fuit dans la rue de la commune, un tel ou un tel. C'est pas ça un député. Ça, c'est le rôle du maire, c'est le rôle des communautés d'agglo. En revanche, un texte qui va porter notamment sur les retraites futures, un texte qui va porter sur les conditions de travail, le code du travail, et qui va concerner tous les Français, y compris les Guadeloupéens, voilà des sujets sur lesquels notre parlementaire doit être présent pour effectivement défendre les intérêts des Guadeloupéens, mais défendre tout simplement l'intérêt des Français qui sont confrontés à des difficultés au quotidien. Et il y a, je pense, à ce niveau-là, peut-être une méconnaissance du rôle du député, ce d'autant que le député, son pouvoir a été considérablement renforcé avec la réforme qu'a portée le président Sarkozy en 2008, la réforme constitutionnelle, parce que pour la première fois, les députés sont en capacité aujourd'hui de présenter un projet de loi, ce qui n'était pas le cas par le passé. Le député examinait les textes préparés par le gouvernement et il pouvait faire qu'une seule chose, c'était amender ce texte. Alors que là, il est aussi force de proposition. Donc, ça nécessite de maîtriser parfaitement la Constitution, de maîtriser, je dirais, l'imbroglio juridique de la façon dans laquelle les lois françaises se font, les conséquences des directives européennes sur les lois françaises. Voilà un beau challenge et je dirais un bon député. Il n'est plus dans sa circonscription. Un bon député, il est à Paris, au Parlement, de jour comme de nuit, parce qu'il doit faire effectivement ses séances de nuit, il doit être présent, non pas aux questions d'actualité pour qu'on le voie,
à la télévision, mais parfois là où on ne le voit pas, dans les commissions, là où effectivement il faut appuyer, là où ça peut faire mal, sur un amendement ou une modification d'un article d'une loi ou d'un décret qui doit sortir pour effectivement pointer peut-être des dérapages ou des choses qui n'auraient pas été bien appréhendées et dont les conséquences sont très importantes, surtout pour nous, où nous devons bénéficier de l'adaptation de la loi qui est reconnue dans l'article 73 et nous devons tenir compte du fait que nous sommes très loin du bassin européen et que les compétences spécifiques, on doit faire attention qu'elles s'appliquent bien en Guadeloupe. Vous regrettez de ne pas être dans la liste des 82 ? Non, je ne regrette rien. Vous savez, Pourquoi il y a très longtemps, vous n'êtes pas allé ? mais je l'ai dit très clairement, parce que j'ai fait le choix de la ville de Basse-Terre. Vous m'avez à plusieurs reprises, vous m'avez plusieurs fois posé la question. Il n'y aurait pas eu le cumul. Oui. Je me serais posé effectivement la question de savoir si je pouvais être candidate du fait de mon expérience ministérielle, parce que ça pouvait être une compétence à faire valoir au plan national, puisque je maîtrise le fonctionnement du Parlement. J'étais confrontée lorsque j'ai défendu plusieurs textes de loi, que j'étais au banc. Je sais comment fonctionne la machine du Parlement au niveau national. Donc j'aurais pu participer à ce renouvellement et puis cette expérience qui peut être utile à la Guadeloupe. Maintenant, il y a eu un texte qui a été voté par le Parlement qui ne permet pas à un maire d'être parlementaire. Est-ce qu'il sera maintenu ce texte ? Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron ait très envie de modifier. Simplement se posera à terme la question d'avoir quand même un mandat local avec un mandat national en termes d'efficacité. Non pas, je le dis aux Guadeloupéens, je ne cherche pas à cumuler, mais lorsqu'on n'est pas imprégné de la question locale, parfois on peut se couper du terrain et ne pas mesurer les conséquences d'une modification d'un article qui est prévu dans un texte de loi et qui peut y avoir des effets désastreux sur le terrain parce qu'on n'a pas été vigilant, parce qu'on n'a pas été là. L'exemple, c'est le règlement général d'exception par catégorie, le fameux RGEC, qui est passé au Parlement, qui est passé à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste. Personne n'a mesuré les conséquences pour l'octroi de mer et il a fallu des mois et des mois d'intervention de nos élus avec l'appui des ministères pour demander cette modification au niveau de Bruxelles. Voilà un exemple où il faut être vigilant et il faut être présent. Alors, dernière question là-dessus. Deux de vos collègues, enfin des gens qui sont proches de votre majorité, en tout cas deux vice-présidents que j'ai reçus ici, m'ont dit qu'ils étaient favorables, un peu comme Emmanuel Macron l'a dit, à une certaine autonomie de la Guadeloupe. Est-ce que vous êtes dans ce courant-là ? Alors, je vous cite, M. Serval a dit ici, Mme Sylvie Gustavi Duflo l'a aussi dit, Emmanuel Macron l'avait aussi un petit peu suggéré. Moi, je crois qu'il ne faut pas aborder cette question comme elle a été abordée il y a 20 ans, ici en Guadeloupe, où les Guadeloupéens ont très clairement exprimé leur souhait de rester au sein de la République française. Par contre, il faut dire les choses. Je pense que le modèle de développement et d'organisation de nos institutions, tout ça est arrivé à bout de souffle. Correspond plus à la réalité. Et que, vraisemblablement, la question va s'imposer à nous. Donc plutôt qu'elle s'impose à nous, parce qu'il faudra revoir ce millefeuille administratif qui existe au niveau national, et en revoyant ce millefeuille administratif qui empêche les politiques publiques d'être efficaces, forcément la question de l'organisation de nos institutions en Guadeloupe va se poser. Et plutôt que de se faire imposer une organisation qui serait taillée pour une région de France, regardez, les Alsaciens sont en train de réfléchir, ils ont même organisé un référendum. Je dis, nous sommes suffisamment grands, responsables, nous pouvons concevoir nous-mêmes notre organisation et venir en face du gouvernement le moment venu en disant voilà ce qui nous paraît le meilleur pour la Guadeloupe, pour réussir la bataille de l'emploi, pour réussir la bataille du développement économique, tout en restant au sein de la République française. Ça va s'appeler autonomie quand même? Je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot autonomie. Si on est dans des idéologies du passé pour faire peur aux Guadeloupéens, je pense qu'il ne faut pas aborder la question de cette façon. Il faut plutôt être pragmatique. Moi, je le suis au quotidien. Je me rends compte qu'effectivement, cette répartition des compétences, un petit peu au département, un petit peu aux communautés d'agglo, un petit peu à la région, qui fait qu'à un moment donné, il faut l'accord de tout le monde et chacun défend son précaré. Ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur
pour notre Guadeloupe qui a besoin qu'on avance, qui a besoin de relever des défis. Et en même temps, il faut donner la garantie d'avoir des contre-pouvoirs parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un système où quelque part on peut avoir un autocrate qui s'installe et ce qui serait très mauvais en termes de fonctionnement de la démocratie. Donc il faut trouver un juste milieu qui permet d'avancer mais en même temps qui garantit aux citoyens le bon fonctionnement de la démocratie. Merci Marie-Lise Panchard. Comme d'habitude, chaque 27 mai, vous faites le buzz avec votre discours. L'année dernière, c'était le cas, cette année encore. C'est exprès? Vous attendez toujours le 27 mai pour monter au créneau, comme on dit? Non, c'est un jour pour moi très important parce qu'il me rappelle mes origines. Je suis très attachée à mes origines. J'ai des origines à la fois africaines de par ma mère, puisque je suis descendante d'esclaves, mais aussi de colons de par mon père. Et chaque fois qu'on a cette date du 27 mai, je réfléchis sur moi-même, sur la vie, sur ce qui fait aujourd'hui notre société, l'évolution de cette société. Et c'est l'occasion pour moi, au Fort d'Elgrès, d'exprimer... Vous vous lâchez vraiment là? Non, je ne me lâche pas. Je dis ce qui correspond à ce que beaucoup de Guadeloupéens partagent et parfois n'osent pas dire les choses. Et je dis que la vie est un combat, comme celui des esclaves, et restera un combat, mais il n'y a pas plus beau combat que celui de la vie. Et l'exemple le plus flagrant de notre histoire, c'est quand même Mandela, qui a beaucoup souffert, mais je pense que sa vie a été merveilleuse pour les combats qu'il a menés et qu'il a gagnés sur le plan effectivement de ce qui fait l'homme avec toutes ses valeurs et ses principes. Et quand on a la chance de vivre ce que ces grands hommes ont vécu, même si ça a été douloureux à titre personnel à des moments donnés, eh bien on se dit que ça mérite d'être vécu. Merci Marie-Lise Panchard, il est 13h39. On prend la dernière pause de pub et puis on se retrouve tout à l'heure avec Muriel pour le coaching de la réussite. Voilà, vous êtes toujours sur ZCL et en direct de RHT. C'est bon. Bravo. Voilà, il est 13h45. On va tout de suite voir le générique de notre coaching de la réussite avec Muriel. Bonjour. Bonjour Danick. Voilà, aujourd'hui, Muriel, on va parler des tensions émotionnelles liées à une indivision successorale. Alors, il faut nous expliquer ça parce que les tensions émotionnelles, on connaît, mais liées à une indivision successorale, c'est pas nouveau, mais enfin, ça arrive finalement. Oui, et ça arrive très souvent, en fait. Parce que c'est sûr que l'indivision, je pense qu'aux Antilles, on connaît ça, que ce soit en Guadeloupe, ou en Martinique, ou en Guyane, et puis partout ailleurs également. Donc, généralement, lorsqu'il y a un décès d'un ou des deux parents, il y a partage du patrimoine et donc on se retrouve en phase de deuil. Et en même temps, on doit aussi gérer les partages, on doit aussi gérer tout ce qui est administratif et on doit aussi gérer parfois des problèmes et des rancœurs familiales. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui surgissent effectivement quand on commence à faire les partages. Donc ça peut être vraiment drainant émotionnellement lorsque effectivement on doit faire face à des problèmes d'indivision. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus nécessaire, le coach ou l'avocat ou le notaire? Ou les trois en même temps? Je pense que tout le monde est nécessaire parce qu'effectivement, on peut regarder qu'il y a des problèmes d'indivision qui durent pendant des années. Qui ne se résolvent jamais. Qui ne se résolvent jamais. Il y a des pertes de biens. On n'arrive pas à se mettre d'accord et à avoir un consensus. Donc, par rapport à ça, c'est sûr qu'on peut trouver un médiateur qui pourra nous aider. Oui. Mais également, il y a des personnes qui émotionnellement n'arrivent plus à suivre. Oui. Donc, moi, je trouvais que c'était intéressant d'en discuter parce que j'avais déjà fait une chronique sur gérer les personnes difficiles et une question qui avait été posée par les téléspectateurs, c'était vraiment les problèmes d'indivision. Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle d'indivision, c'est pas facile à gérer entre héritiers. Et même si, justement, la loi précise que nul n'est contraint de rester dans l'indivision, il y
y a beaucoup de personnes qui ont du mal à lâcher prise et à vouloir accepter un partage quelconque, surtout lorsqu'on a parfois des héritiers qu'on ne connaissait pas, des enfants d'un deuxième lit. On a également parfois des personnes qui ont été privilégiées par rapport aux parents. Donc là également, il y a des rancœurs de fratrie qui vont ressortir par rapport à ça. Et puis, il y aura peut-être quelqu'un également de la famille qui voudra peut-être acheter un bien, mais si les autres ne sont pas d'accord, donc là également, ça peut devenir très difficile. Et alors, comment agit le coach dans ces cas-là? Alors, c'est sûr que travailler sur les problèmes d'indivision, c'est pas évident, parce que c'est un problème complexe et c'est vraiment du cas par cas. Parce que c'est sûr que j'ai parlé la dernière fois, lorsqu'on parlait de constellation familiale, on parlait de traumas liés à nos familles et qui pouvaient surgir au niveau de la descendance. Alors on est carrément vraiment dans ce problème-là parce que souvent, il y a des problèmes ou des tensions ou des traumatismes finalement qui ont été dans des familles et qui, lorsqu'on parle de partage, lorsqu'on parle de bien et lorsqu'on parle de mortalité, vont ressortir. Donc c'est de la colère, c'est des rancœurs, c'est de la tristesse. Souvent, il y a certaines personnes qui peuvent être de mauvaise foi et frappées d'amnésie subite. Donc, ils vont ça peut aller jusqu'à la violence. Ça peut aller à la violence et à des affrontements. Et il y a beaucoup de colère. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, j'ai des astuces à vous proposer parce que, justement, au niveau de gérer une personne en colère, on a souvent à faire ça lorsqu'on est dans des réunions pour parler de l'indivision. Oui. Mais alors, il faut, on peut dire ça comme ça, est-ce qu'on peut renoncer à un bien parce qu'il y a une division, parce qu'il y a des tensions, ou il y a une solution quand même intermédiaire? Alors, c'est sûr qu'il y a des tensions intermédiaires. Bien sûr, il y a le partage à l'amiable. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, de vendre le bien et ensuite de partager la somme récoltée si on de la vente. Si on arrive à être d'accord. Oui. Mais je vous dirais, ce qui aussi va aider, c'est de travailler sur soi, de travailler sur les problèmes et les rancœurs qui n'ont pas été élucidés et justement, ça sera l'occasion de pouvoir les résoudre une fois pour toutes. Et souvent, les familles n'ont pas envie de faire ça. Ils ont envie de mettre ça de côté, mais c'est ce qui fait que finalement, les indivisions et les problèmes d'indivision ne se finissent pas, finalement. Donc, à ce moment-là, je dirais, ça serait vraiment de travailler sur le côté personnel de tout un chacun, travailler aussi sur la communication avec autrui, parce que également, parfois, on ne sait pas bien communiquer. Il y a le ton qui n'est pas le bon, il y a la façon dont on peut être agressif par rapport à un membre de notre famille. Il y a plein de choses qui font en sorte que, et notre relationnel aussi avec l'argent, par exemple, peut faire en sorte qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, comment faire pour calmer ce jeu, ces relations interpersonnelles difficiles? Alors, moi, je vais prendre donc ce que je vous ai dit tantôt, un exemple, par exemple, d'une personne en colère, parce que c'est souvent le cas lorsqu'on parle d'indivision, de partage d'argent et tout ça. Donc, la première étape, c'est finalement d'éviter de dire à la personne calme-toi. Ah oui, parce que ça fait l'effet inverse. La personne, déjà, pourquoi tu me dis de me calmer? Et là, elle ne se voit pas comme étant énervée. Non, elle se voit énervée, elle a envie d'exprimer sa colère, on ne la laisse pas exprimer sa colère et donc elle a l'impression qu'on veut la contrôler et qu'on veut l'obliger à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Donc, au lieu d'avoir l'effet inverse, d'apaiser la personne, au contraire, c'est comme si on met de la braise sur le feu. Donc, il faut faire vraiment attention à ça parce que souvent, c'est une des premières erreurs, je pense, que les gens font. Ils essaient de dire « Ah, calme-toi, calme-toi » et puis au contraire, ils ne comprennent pas pourquoi ça excite l'autre. Et puis, la deuxième chose, la deuxième étape également, c'est de ne pas entrer en résonance. C'est-à-dire que si quelqu'un est en colère face à nous, de ne pas répondre un peu du tac au tac en étant en colère et en se mettant en colère également. Il ne faut pas verser de l'huile sur le feu, en fait. Exactement. Pourquoi? Parce que ce que ça va faire, c'est que le conflit va aller en crescendo. Alors, au lieu vraiment de faire ça, ça serait bien de prendre de la distance.
par rapport à prendre du recul, d'être détaché un petit peu par rapport à la conversation et ne pas le prendre personnel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le deuil, donc la phase de deuil, puis il y a aussi peut-être des problèmes qu'on ne connaît pas et peut-être que l'autre finalement n'a pas eu l'occasion d'exprimer et qu'il a envie d'exprimer mais de façon pas forcément les meilleures, donc ça sort avec une grosse colère. Puis la troisième étape, c'est n'argumentez pas ou n'essayez pas finalement de faire le malin. C'est-à-dire que souvent, lorsque quelqu'un est en conflit ou est énervé, on a besoin de prouver notre point. On a besoin effectivement de contre-argumenter. Et ce que ça fait également, ça met de l'huile sur le feu. Parce que vous n'êtes pas obligé de montrer que forcément vous avez raison pour tout. Vous pouvez aussi accepter d'écouter l'autre, voir peut-être ce qu'il a à dire. Et plus tard, quand la personne sera beaucoup plus calme, lui poser finalement votre argumentation, mais pas au moment où justement elle est en train d'exploser. Puis le dernier point que je voudrais partager avec vous, donc la quatrième étape, ça serait de pratiquer l'écoute active. Parce que souvent, on ne prend pas le temps d'écouter l'autre. Parce que peut-être il peut nous dire quelque chose et qui pourrait régler le conflit, mais qu'on ne l'écoute pas. Donc à ce moment-là, ça serait intéressant d'écouter la personne, non pas pour se débarrasser d'elle le plus rapidement possible, mais aussi parce que d'une certaine manière, c'est un membre de votre famille. Donc il y a de l'amour, il y a du respect aussi. Et vous voudriez également qu'on vous respecte et qu'on montre un peu d'intérêt à ce que vous dites. Donc pratiquez la réciprocité. Et puis bon, pour boucler la boucle, lorsque vous avez fait tout ça, je garde ça pour samedi. Si ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné. Alors on répète. Alors d'abord, évitez de dire à la personne « calme-toi ». Exactement. Ne pas entrer en résonance avec la personne, ne pas réactiver sa colère, ne pas argumenter en faisant le malin, en se montrant un petit peu plus intelligent, en disant oui, je suis plus intelligent que toi. Et puis surtout pratiquer l'écoute active. Pratiquer l'écoute active. Oui. Et c'est sûr que normalement ce samedi, j'en avais parlé il y a 2 semaines. On va parler de ça, de gérer les personnes difficiles. C'est un spécial famille et c'est un spécial couple. Donc si effectivement vous avez des conflits comme ça familiaux que vous n'arrivez pas à régler et qui sont peut-être qui proviennent d'une indivision, de problèmes d'indivision ou autres. J'allais dire pas uniquement l'indivision. Pas uniquement l'indivision. Il y a d'autres problèmes familiaux qu'on n'arrive pas à régler ou des problèmes également de couple. On a de la difficulté à les régler. Je vous invite vraiment à venir samedi 3 au centre Carutera à 11h parce qu'on va vraiment parler de comment gérer bien sûr les personnes difficiles, mais comment gérer les conflits, comment gérer aussi avoir une meilleure communication, comment s'en sortir lorsque vraiment on a l'impression qu'on n'arrivera pas à terminer avec ça. Bien. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone 0590 47 30 19. Et le site www.carutera.com. Alors, lundi prochain, ce sera le lundi de la Pentecôte, on ne vous retrouvera pas. Non. Ce sera à la plage, sûrement. Peut-être. Ou en train de manger des crabes. On vous retrouve donc dans une quinzaine de jours. Dans une quinzaine de jours. Sinon, samedi prochain pour samedi le séminaire. Prochain, le 3 à 11h au centre Carutera. Voilà, il est 13h56 dans le ZCL. On remercie donc Muriel et ses bons conseils. On va essayer de les appliquer. Appliquez-vous aussi ces conseils. Calme-toi, non, on ne va plus dire ça. On va hésiter à réussir. Non, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de violence ici en ce moment, beaucoup de gens énervés pour plein de raisons. Donc on va essayer de... Mais parfois c'est juste que ces personnes-là ont besoin d'exprimer quelque chose et on ne leur laisse pas... Et quand il y a un refus de parole alors ? Parce qu'il y a des gens qui sont énervés et qui envoient, etc. Mais il y a des gens aussi qui refusent de parler. Oui, il y a des gens qui refusent de parler, mais c'est peut-être aussi de savoir écouter et de regarder un petit peu qu'est-ce qui les pousse à ne pas parler. Oui. Peut-être qu'avant, elles ont voulu parler et qu'on n'a pas voulu les écouter. Oui. Donc, elles se sont dit, vu que personne ne m'écoute, ça ne sert à rien que je leur parle. Voilà. Ok, c'est bien dit. 13h57, on termine. Réalisation aujourd'hui, c'était comme d'habitude le lundi Karine. Et puis,
Sabine, pardon, j'ai dit Karine, c'était Sabine. On vous remercie Sabine de votre bonne réalisation et on vous retrouve demain en direct de Terre de Blues et de Marie-Galante. On va être là jusqu'à la fin de la semaine. Toute l'équipe de Canal se déplace là-bas. Les chroniques se feront pour certains à Marie-Galante et puis pour d'autres en direct puisque Mendy sera là au moins jusqu'à jeudi et nous on sera là pour parler de ce festival. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie de votre écoute. On reste calme et on sourit.